Donc, sur ça, ben, je débute la présentation. Donc, je vais commencer par me présenter. Donc, mon nom est Valérie Martin. Je suis directrice générale de la franchise de Soluflex Rive-Sud et également consultante en ressources humaines. Donc, je vous présente également ici, là, vous voyez les membres de mon équipe. Donc, j'ai la chance d'être entourée d'une équipe extraordinaire. Donc, Soluflex Rive-Sud fait partie d'un réseau de franchises. Donc, en fait, la succursale ici, où ce que je travaille sur la Rive-Sud, a été fondée en 2008, mais le réseau de franchise existe depuis 2019. Donc, on a actuellement 9 bureaux là, au Québec à travers les différentes zones géographiques. Et ben, qui dit franchise dit également standardisation de nos procédures de travail, bien entendu. Donc, chez Soluflex, vous voyez également ici notre grande équipe là, au niveau du réseau Soluflex. Donc, je vous dirais que ce qui nous distingue parmi les autres firmes peut-être de consultation, c'est que vous voyez, tous les gens qui sont présents ici sont tous des salariés. Donc, chez Soluflex, on ne travaille pas avec des pigistes. Donc, on assure également là, que nos livrables soient de grande qualité, soient standardisés là, également. On est également un partenaire accrédité pour la certification employeur élite. Donc, je vous laisse ici l'information sur la certification employeur élite là, qui vise les entreprises entre 10 et 250 employés qui mettent les RH là, au cœur de leur stratégie. Donc, si jamais vous êtes curieux, je vous invite à aller voir. Peut-être plus concrètement, je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui nous connaissent déjà, mais je sais qu'on a des joueurs avec nous aujourd'hui qui nous connaissent peut-être un peu moins. Donc, rapidement, là, la nature de nos services. Donc, chez Soluflex, ce qu'on fait principalement, c'est de la stratégie RH. Donc, ici, vous voyez un petit peu là, la nature des mandats qu'on est amené à faire avec les différents clients avec lesquels on travaille. Donc, on a travaillé déjà avec plus de 3000 PME depuis 2008. On a vraiment une expertise nichée là, au niveau de la PME. Donc, tout dépendamment le niveau de maturité de l'entreprise, ben, on peut mettre en place là, différents programmes RH, que ce soit les outils de recrutement, structure salariale, gestion de performance. On peut faire également des activités de team building, planification stratégique. Donc, ça vous donne un petit peu un inventaire là, des services qu'on offre à nos clients. On fait également là, des projets ad hoc, bien entendu. Et on a un volet plus opérationnel également qui consiste à placer là, des techniciens RH à raison de 1 à 3 jours semaine chez nos clients pour s'occuper du volet plus opérationnel. Donc, aujourd'hui, ce qui est au menu, donc, ce qu'on va voir, bien, on va parler, bien entendu, du contexte de la loi là, entourant la modernisation du régime de santé-sécurité. On va parler également des responsabilités de l'employeur et celles aussi des employés par défaut également. On va vous présenter en fait les obligations là, rattachées à la taille de l'entreprise parce que vous allez voir qu'il y a une distinction entre ceux qui ont moins de 20 employés et ceux qui ont plus que 20 employés. Donc, probablement que vous allez vous retrouver dans une ou l'autre des catégories. On va parler des mécanismes de prévention et de participation. On va aussi parler de l'outil d'identification des risques parce qu'à la suite de la présentation d'aujourd'hui, en début de semaine prochaine, on va vous faire parvenir en fait la vidéo, donc l'enregistrement du webinaire d'aujourd'hui, ainsi que 3 outils distincts. Donc, il y aura également un outil qui va vous permettre d'identifier vous-même vos risques si jamais vous souhaitez le faire. Et on va terminer à la toute fin avec la discussion entourant les risques psychosociaux. Je sais que c'est un sujet qui est très d'actualité. Les gens ont hâte d'en entendre parler. Et on complète avec la période de questions. Oui. Oui, absolument. On a une petite question aussi à savoir. Oui, je pourrais envoyer effectivement la présentation PowerPoint, là, tout à fait. Bonne question. Merci beaucoup. Donc, on enchaîne avec le contexte de la loi. Donc, en fait, la loi modernisant le régime de santé et sécurité, en fait, a été mis en place là, en date là, du 6 avril 2022. Donc, il y a déjà des obligations qui étaient déjà en vigueur depuis le 6 avril 2022. C'est ce qu'on appelait, en fait, le régime intérimaire. Donc, vous l'avez peut-être entendu sous ce nom-là également. Donc, ça avait pour but de moderniser puis d'adapter les obligations aux entreprises. Donc, historiquement, il y avait des groupes prioritaires, donc qui étaient les groupes prioritaires, comme on appelle dans le jargon 1, 2, 3. Puis je vous ai mis le lien ici pour que vous puissiez voir à quel groupe prioritaire vous appartenez. Donc, les groupes prioritaires 1, 2, 3, c'était plus les entreprises, exemple gouvernementales, de construction, travaux publics, domaines miniers, forestiers, qui avaient déjà les obligations, exemple, de mettre en place des programmes de prévention puis d'identifier les risques. Là, aujourd'hui, le but de la présentation, c'est plus pour les groupes prioritaires
critère 4, 5, 6 qui n'avaient pas nécessairement d'obligation avant la mise en place du régime intérimaire. Donc, les entreprises de services, entre autres, les bureaux administratifs, tout ce qui est commerce de détail, les bureaux de finances, d'assurance, les services médicaux, services sociaux, par exemple, n'avaient pas les obligations. Donc, le contenu de la présentation aujourd'hui s'adresse davantage à ces groupes prioritaires-là, 4, 5, 6. Le but du régime intérimaire, c'était bien entendu d'améliorer la sécurité des travailleurs puis de rendre les obligations plus claires puis adaptées à la taille des entreprises. Depuis le 3 septembre dernier, il y a un décret qui a été mis en place aussi qui est venu adopter les dispositions législatives du régime intérimaire. Donc, peut-être que vous avez entendu parler du 6 octobre 2025. C'était la date qui était proscrite pour la mise en place là, des nouvelles obligations législatives, mais dans le décret, ils l'ont devancé au 1er octobre. Donc, une petite formalité ici de quelques jours, tout simplement. Donc, depuis hier, en fait, le régime intérimaire est complété et c'est maintenant là, la loi modernisant qui s'applique avec toutes ces obligations. Au niveau des responsabilités de l'employeur, l'employeur a toujours eu comme obligation d'assurer la santé et la sécurité de ses employés, et ça, peu importe la taille de l'entreprise. Donc, ça, ce n'est pas nouveau. Ce qui va probablement être un petit peu plus spécifique, c'est que là, maintenant, il y a des obligations d'informer puis de former là, les travailleurs sur les risques spécifiques à leur poste de travail, puis surtout d'adopter aussi les mesures de prévention qui sont adaptées aux risques qui sont présents dans l'entreprise. Parce que, bien entendu, on sait qu'il y a toujours des obligations de former les travailleurs, mais là, maintenant, on va devoir davantage les documenter, les exposer et s'assurer aussi de mettre en place les différents moyens de prévention et de contrôle. Les employés, les travailleurs, ils ont aussi des responsabilités de leur côté. Donc, ça aussi, il n'y a rien de nouveau à ce niveau-là, c'est-à-dire que les travailleurs doivent, dans un premier temps, protéger leur propre santé à eux et ainsi que celle de leurs collègues de travail. Participer maintenant aussi à l'identification puis à l'élimination des risques. Souvent, nos employés, c'est eux qui sont exposés à tous les jours aux risques. Donc, ils sont une source d'informations intéressante là, pour nous aider à procéder à l'identification des risques auxquels ils sont exposés. Et bien entendu, ils vont devoir aussi prendre connaissance des risques spécifiques à leur poste de travail, puis d'appliquer aussi les moyens de prévention qui vont être mis en place là, éventuellement, soit au niveau du plan d'action que du programme de prévention. Maintenant, qu'en est-il des nouvelles obligations par rapport à la taille de l'entreprise? D'ailleurs, je vous ai mis ici le lien, je ne vais pas cliquer dessus, mais c'est vraiment le lien qui vous mène sur le site de la CNESST sur le régime intérimaire avec tous les mécanismes de prévention et de participation. Donc, vous pourrez aller vous amuser, aller regarder l'ensemble de l'œuvre. Il y a quand même beaucoup de contenu. Donc, ici, la question qu'on va se poser, c'est quel est votre nombre de travailleurs dans l'organisation? Donc, en fait, quand on regarde la définition d'un travailleur, ce qui est important de savoir ici pour le calcul du nombre de travailleurs, c'est qu'on va venir exclure les représentants de l'employeur, c'est-à-dire tous les gens qui occupent des postes de gérant, de, par exemple, contremaître, de superviseur, de gestionnaire, de direction générale, d'associés, de propriétaires d'entreprise sont exclus du calcul ici. Donc, la définition d'un travailleur, c'est tout employé à statut soit temps plein ou temps partiel, un employé qui est occasionnel, un employé d'agence, un employé qui est assigné de façon temporaire à votre établissement, un employé qui travaille même sur la route serait considéré aussi comme un travailleur, les étudiants, les stagiaires. Donc, ça, c'est la définition des travailleurs. Donc, vous allez comprendre que les obligations diffèrent par rapport à si vous êtes moins de 20 travailleurs versus si vous êtes plus que 20 travailleurs. Ce qui est important de savoir, c'est qu'advenant le cas qu'actuellement, vous soyez, je ne sais pas, moi, 12 ou 13 travailleurs dans votre établissement et que vous connaissez une croissance dans les prochaines années qui nécessite d'embaucher des employés et qu'à un moment donné, vous venez qu'à franchir le cap des 20 travailleurs et plus, vous allez devoir maintenant vous conformer aux obligations qui sont rattachées aux 20 travailleurs et plus. Donc, petite mise en garde ici à faire attention puis à garder en tête également. Dans le courriel qui va vous être envoyé la semaine prochaine avec la présentation, il va y avoir, comme je vous mentionnais, là, trois documents qui vont être attachés à ça. Le premier, ça va être la mise à jour du décret là, qui a été déposé en date du 3 septembre. Je vais vous expliquer tantôt pourquoi je vous l'envoie. Vous allez également avoir le document ici d'informations relatives à la loi modernisant le régime de santé et sécurité qu'on va parcourir quand même en détail dans les prochaines diapositives et également un troisième document que je vais vous présenter un petit peu plus tard.
Donc, voilà ici les distinctions, les principales distinctions. Fait que là, je vous invite peut-être à regarder le côté qui se rattache le plus à votre organisation. Donc, si exemple, vous êtes moins de 20 travailleurs, bien, vous allez regarder le tableau de gauche et si vous êtes 20 travailleurs et plus, vous allez regarder celui de droite. Donc, je vais commencer avec les entreprises de moins de 20 travailleurs. Donc, si actuellement c'est votre situation, ben, vous allez devoir, si ce n'est pas déjà fait, nommer un agent de liaison en santé et sécurité au travail. Donc, bien entendu, ici, c'est un travailleur, donc c'est un salarié qui doit être nommé, ce n'est pas quelqu'un de la direction. Et cette personne-là, en théorie, bon, devrait faire un appel de candidature, demander aux employés qui aurait de l'intérêt pour occuper cette fonction-là. Et le rôle qui est rattaché à cette fonction-là, ben, c'est de coopérer avec l'employeur en matière de santé et sécurité, de participer à l'identification puis à l'analyse des risques et faire des recommandations écrites à l'employeur également et de porter plainte à la CNSST si nécessaire. Vous voyez, de l'autre côté, pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, ce n'est pas un agent de liaison qu'ils doivent nommer, c'est un représentant en santé et sécurité. Donc, au même titre que l'agent de liaison, ça doit être un employé qui a un statut de travailleur. Encore là, on va procéder par un appel de candidature, tout ça. Donc, si jamais il y a plus qu'une personne qui lève la main, bon, on devra procéder au vote. Et la personne qui va occuper cette fonction-là, le rôle va être quand même différent. C'est-à-dire que le rôle va être de faire l'inspection des lieux de travail. Donc, la personne va devoir faire des tournées d'inspection de façon périodique pour s'assurer que les lieux de travail sont sécuritaires. Et suite aux inspections, ben, elle va devoir aussi, cette personne-là, coopérer et faire des recommandations écrites, non pas à l'employeur ici, mais bien au comité de santé et sécurité. Puis cette personne-là a aussi le pouvoir là, de porter plainte à la CNSST si nécessaire. Maintenant qu'on parle de comité de santé et sécurité, bien là, vous comprendrez que si vous êtes plus que 20 travailleurs et plus, vous allez avoir l'obligation de mettre en place un comité si ce n'est pas déjà fait. De l'autre côté, si on est 20 travailleurs et moins, il n'y a pas d'obligation de mettre en place un comité de santé et sécurité. Pour les entreprises qui ont 20 travailleurs et plus, quand on parle de mécanismes de participation, ben, c'est entre autres la mise en place du comité de santé et sécurité qui devra ben, se réunir là, un minimum de 4 fois par année ou plus, selon votre groupe d'activité. Donc, les fameux codes SIAN, donc ça, c'est la nouveauté qui a été intégrée dans le décret et c'est principalement la raison du pourquoi que je vais vous envoyer le décret, parce que vous allez comprendre que ce n'est pas tant sexy à lire comme lecture, le décret, mais à la fin, vous allez retrouver l'ensemble des codifiants, puis vous allez pouvoir retrouver votre groupe d'activité, puis c'est ça qui va vous guider sur le nombre de réunions minimales que vous devez tenir sur une base annuelle. Bien entendu, quand on parle de réunion, ben, on parle de réunion qui est organisée, qui est structurée, donc on doit quand même s'assurer de documenter ces réunions-là. Donc, il doit y avoir un ordre du jour qui est déterminé avant chacune des réunions. On doit également mettre en place par la suite un procès verbal, donc un compte-rendu de ce qui a été discuté dans le cadre des réunions et de conserver également ces documents-là dans le temps. Maintenant, en termes de nombre de personnes qui devront être nommées pour siéger au sein du comité de santé et sécurité, mais encore là, ça va dépendre du nombre de travailleurs que vous avez dans votre établissement. Donc, exemple, dans un établissement qui est non syndiqué, ben, en fait, c'est pour les entreprises qui ont, mettons, entre 20 et 50 travailleurs, ben, vous allez devoir nommer 3 représentants là, qui vont siéger au sein du comité de santé et sécurité. Donc, 3 représentants des travailleurs et il y aura aussi, bien entendu, un représentant de l'employeur qui va également siéger au sein du comité. Fort est à parier que votre représentant en santé et sécurité va aussi faire partie de votre comité, hein, donc on a tout intérêt à l'inclure là, dans la démarche également. Le rôle du comité, bien entendu, ça va être de participer hein, à l'identification, à l'analyse, à la correction, puis au contrôle des risques santé-sécurité qui sont présents dans l'environnement de travail. Ça va également être le rôle du comité d'établir puis de mettre à jour le programme de prévention. Donc, on va devoir certainement le formaliser pour une première fois pour ceux qui n'en ont déjà pas. Et par la suite, celui-ci devrait être mis à jour de façon périodique. Le comité va également recevoir les recommandations écrites du représentant santé et sécurité et ça sera le rôle du comité de transmettre aux besoins les recommandations écrites à l'employeur.
Il va également avoir pour rôle de tenir les registres d'accidents de travail, de mettre en place les différents plans de formation pour tenter d'éliminer là, les risques qui sont présents dans l'organisation, former les employés, mettre en place les plans de formation pour les employés également, donc identification des produits SIMDUT. Donc, le rôle est quand même assez large. J'ai mis ici les principales responsabilités, mais bien entendu, ça peut aller vraiment dans toutes les sphères là, qui touchent la santé-sécurité. Maintenant, si je continue au niveau des obligations, vous voyez ici, il n'y a pas de distinction entre plus ou moins 20 travailleurs. Je trouvais quand même essentiel d'apporter aussi cette nuance-là aujourd'hui, parce qu'il y a quand même des obligations qui sont en vigueur déjà depuis quelques années, avec la notion aussi des risques psychosociaux dont on va parler un petit peu plus tard. Ben, je trouvais quand même important d'amener la nuance parce que, bon, nous, chez Soluflex, on est amené régulièrement à faire des révisions de guides d'employés ou de politiques en matière d'harcèlement psychologique au travail. Et on se rend compte que parfois, il manque quand même de l'information importante dans vos politiques. Votre politique d'harcèlement psychologique, si elle tient sur 2 pages, il doit probablement manquer certaines informations importantes là, à travers le contenu de votre politique actuelle. Donc, s'assurer d'avoir une bonne politique contre le harcèlement psychologique et la violence à caractère sexuel en milieu de travail, c'est-à-dire que votre politique doit également inclure les mécanismes de traitement des plaintes. Vous voyez, cette obligation-là est déjà en vigueur depuis quand même quelques années déjà, mais souvent, on voit que ça manque dans vos politiques. On ne voit pas le mécanisme de traitement des plaintes, c'est-à-dire comment la plainte va être traitée étape par étape, c'est quoi les différents mécanismes qui sont à la portée de l'employé. Même chose aussi pour la formation des parties prenantes. Il y a une obligation aussi qui est en vigueur depuis déjà 1 an. Donc, on doit former les parties prenantes, donc les personnes qui sont responsables justement de la politique, d'accueillir les plaintes en entreprise, mais aussi la formation des employés sur votre politique en matière de harcèlement psychologique. Donc, c'est beau d'avoir une politique en place, mais la politique, il faut la faire vivre. Et une des façons de la faire vivre, bien, minimalement, c'est d'informer les employés, de faire des rappels également de façon ponctuelle pour s'assurer que l'esprit, les informations qui sont présentes dans la politique restent quand même en tête là, par rapport à vos employés. Bon, on le sait, des fois, la mémoire d'une faculté qui oublie. Donc, de faire des rappels occasionnels, de profiter des fois peut-être de certaines réunions pour rappeler les faits importants de ce qui est toléré dans l'organisation versus ce qui n'est pas toléré. Maintenant, on devrait déjà aussi avoir une politique contre la violence conjugale ou familiale aussi en milieu de travail. Cette obligation-là est déjà en vigueur depuis le 6 octobre 2021, mais plusieurs entreprises ne l'ont pas encore mis en place. Puis bien entendu, quand on va parler tantôt des risques psychosociaux, l'aspect de la violence doit être aussi pris en compte dans l'analyse des risques. Donc, c'est pour ça que je me permettais d'apporter ici la nuance. Donc ici, quand on parle de violence conjugale ou familiale au travail, en fait, c'est que l'employeur maintenant a une responsabilité d'offrir un filet de sécurité aux employés qui vivent des situations de violence familiale ou conjugale. Donc, le but ici, c'est pas de l'employeur d'aller régler les problèmes familiaux ou conjugaux chez l'employé. C'est pas ça. C'est d'être attentif aux signes peut-être que l'employé peut démontrer. Des fois, c'est des signes physiques qu'on peut observer. Des fois, c'est des signes psychologiques. Puis quand on parle de violence familiale ou conjugale, c'est pas nécessairement juste des signes physiques. Ça peut être de la violence financière, par exemple. Et le rôle de l'employeur dans ce cas-ci, c'est d'orienter, en fait, d'être à l'écoute, bien entendu, mais après ça, d'orienter l'employé vers les ressources disponibles dans la région, que ce soit, exemple, des organismes justement qui prennent en charge des gens victimes de violences conjugales, des maisons d'hébergement, par exemple. Donc, déjà d'avoir une base d'informations sur des ressources disponibles dans votre région. Donc, votre politique devrait inclure ça également. Et aussi d'avoir des mécanismes aussi de prévention sur le lieu de télétravail. Donc, on sait que le lieu de télétravail est considéré comme un lieu de travail. Donc, l'employé qui est dans sa maison en train de faire du télétravail, on devrait, l'employeur, s'assurer que l'environnement de travail, elle est conforme et idéalement exempt aussi des risques de santé-sécurité. Donc, encore là, ce n'est pas nécessairement d'aller chez la personne pour aller vérifier son lieu de travail, malgré que le droit de gestion de l'employeur pourrait le permettre, mais c'est de mettre en place des mécanismes, exemple une liste une liste de contrôle, une checklist de vérification pour s'assurer que l'employé fasse une tournée d'inspection de sa maison, s'assurer que la maison est aux normes également, détecteur de fumée, ces choses-là, s'assurer également que l'environnement de travail dans lequel votre employé évolue, c'est important aussi. Si on veut éviter que l'employé ait des troubles musculo-squelettiques, s'il travaille sur sa table de cuisine 5 jours semaine avec une simple chaise ordinaire, ça pourrait développer des troubles musculo-squelettiques. Donc, l'employé devrait en théorie avoir un bureau adapté chez lui avec une chaise qui peut s'ajuster selon ses besoins.
Par la suite, si on continue, pour les entreprises de 20 travailleurs et moins, ben, il y a une obligation d'identifier, de prioriser, de corriger puis de contrôler les risques de santé-sécurité. Et les risques, ben, c'est les risques que vous voyez ici. Il existait déjà ces risques-là. Il n'y a rien de nouveau, mais les risques chimiques, biologiques, physiques, ergonomiques et la nouveauté, en fait, c'est les risques psychosociaux. On doit également identifier les risques qui sont liés à la sécurité. Ce qui est nouveau, en fait, c'est qu'originalement, vous n'aviez pas l'obligation de les identifier. Et là, maintenant, vous devez comprendre que vous allez devoir le procéder à l'identification des risques si ce n'est pas déjà fait. Pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on doit là, les identifier, prioriser, corriger, contrôler, mais on va également devoir faire une analyse de plus. Donc, on va devoir aussi les analyser. Et le fruit du travail qu'on vient de discuter ensemble devrait se refléter à travers deux outils distincts. Donc, si on est moins de 20 travailleurs, on va davantage parler d'un plan d'action. Donc, un plan d'action qui devrait inclure l'identification des produits dangereux, donc les produits SIMDUT, qu'on appelle donc le système d'information des matières dangereuses utilisées au travail, les équipements de protection individuelle nécessaires, donc les EPI qu'on appelle dans le jargon, puis aussi intégrer vos politiques en matière de prévention, d'harcèlement, de violence également. Pour les entreprises de 20 travailleurs et plus, ben, on va plus parler dans ce cas-ci d'un programme de prévention qui va devoir inclure aussi la hiérarchisation des moyens de prévention qu'on va voir un peu plus en détail dans les prochaines diapositives. On va devoir également, dans le plan de prévention, déterminer c'est quoi les programmes de formation, la supervision également. Et autant le plan d'action que le programme de prévention, mais celui-ci doit être entériné par la direction, signé et doit être mis à jour périodiquement. Donc, idéalement, minimum une fois par année ou lors de l'identification de nouveaux risques, par exemple. Pour le moment, la CNSST mentionnait que à l'adoption du règlement, le programme de prévention devra être transmis à la CNSST à tous les 3 ans. Là, on n'envoie pas le programme de prévention à la CNSST demain matin. On va attendre les conclusions de ça, mais il y avait quand même une mention à l'effet qu'il ne serait pas exclu que la CNSST demande aux entreprises d'envoyer le programme de prévention. Autre peut-être point important avant de continuer, il y aura aussi potentiellement, ce qui était marqué dans le décret, une formation obligatoire aussi pour le représentant santé-sécurité ainsi que les membres faisant partie du comité de santé-sécurité. Donc, la CNSST devrait potentiellement offrir plus d'informations là-dessus éventuellement, mais juste que vous sachiez que pour le moment, il n'y a pas de formation obligatoire, mais dans le décret, c'était spécifié qu'il y en aurait une à suivre éventuellement. Maintenant, plus concrètement, quand on parle d'outils d'identification des risques, donc je vous présente ici, en fait, on est franchement inspiré là, de la CNSST ici, donc c'est vraiment la boucle à suivre. Donc, on identifie les risques, on les corrige et après ça, on les contrôle. Donc, je vous glisse ici, en fait, quelques questions ici, donc des questions pour identifier les risques. Donc, c'est des exemples de questions. Je vous ai mis aussi deux liens également ici pour voir là, des fiches de prévention, puis un autre outil d'identification des risques, malgré que celui que je vais vous envoyer, il est quand même assez complet. Ce n'est pas une liste exhaustive, c'est-à-dire qu'on peut se poser encore plus de questions, on peut aller plus dans le détail ici, mais l'objectif ici, c'est de comprendre qu'on doit se poser des questions un peu sur tous les aspects dans lesquels, exemple, l'employé évolue au niveau de son environnement de travail, au niveau du matériel qui est amené à utiliser, les équipements de protection individuelle qu'il devrait porter, c'est quoi la nature des tâches que l'employé doit faire, est-ce qu'il doit manipuler certaines choses, est-ce qu'il doit travailler avec des risques à tolérance zéro, par exemple. Oui. On voudrait un exemple de programme de prévention. Oui, on m'entend, j'ai des pouces en l'air, parfait. Donc, tout à l'heure, je voulais répondre à la question de Maïka qui était que les deux politiques hein, pour le harcèlement puis la violence conjugale, est-ce qu'elles devraient être mises ensemble? Les finalités des deux ne sont pas les mêmes non plus. Donc, c'est à garder en considération que le traitement d'une plainte pour harcèlement ne sera pas la même chose qu'une intervention qu'on pourrait faire pour de la violence en milieu familial. Mais c'est relié. En fait, très souvent, les responsables pour traitement de violence conjugale à l'interne sont les mêmes que pour le harcèlement. Donc, tout ça est interrelié, effectivement, mais on suggère de les avoir un à côté de l'autre, vu leur similitude, mais quand même de les dissocier puisque l'aboutissant n'est pas le même. Donc, ça, c'était une des questions. J'ai beaucoup d'exemples ici, des exemples. Ah, ça fait plaisir, Maïka. Donc, plusieurs exemples aussi de programmes de prévention et autres. Je sais qu'il y a un outil là, que Valérie veut vous remettre à la fin, qui est quand même 12 pages explicatives pour venir vous accompagner là-dedans.
Merci beaucoup, Rebecca, d'avoir pris le relais. C'est très apprécié. Je pense par contre, là c'est la caméra, mais peu importe. Le contenu est là, c'est ça le plus important. Nous étions différentes questions ici sur comment identifier les risques. Donc, on disait qu'il y avait plusieurs questions à se poser également. Et je vous ai joint également là, ici des fiches de prévention puis un outil pour identifier les risques, malgré que je vais vous en envoyer un. Je pense qu'on en était là tantôt. Maintenant, quand on parle de l'analyse des risques, donc comment on va les analyser, excusez-moi. Donc, on va d'abord se poser deux questions quand on vient le temps d'analyser un risque. Donc, dans un premier temps, on va se questionner sur le niveau de probabilité que le risque pourrait survenir dans l'organisation. Donc, est-ce qu'il y a une faible probabilité, une moyenne, une élevée? Donc, exemple, une moyenne, ça serait une possibilité que ça puisse se produire une fois tous les 5 ans pour une personne. Et en termes de gravité, bien, si jamais le risque venait qu'à arriver, c'est quoi le niveau de gravité? Donc, on va se questionner par rapport à ces deux éléments-là. Et après ça, ça va nous permettre de déterminer justement le niveau de risque auquel l'employé s'expose dans le cadre de son travail. Par la suite, on va devoir hiérarchiser les moyens de prévention. Donc, ici, vous avez la pyramide de la CNSST. Donc, l'objectif, quand on vient le temps d'analyser nos risques, c'est tenter, après ça, de tenter de les éliminer à la source. Donc, quand on est capable d'éliminer un risque à la source, c'est toujours ce qu'on devrait prévoir en premier. Vous voyez ici, vous avez la charte d'efficacité. Donc, c'est pour ça que plus on est dans le haut de la pyramide, bien, plus l'efficacité en termes de réduction de risque est importante. Et plus on va vers le bas de la pyramide, bien, moins l'efficacité elle est accessible à ce moment-là. Donc, je prends un exemple, le couteau rétractable. Donc, l'utilisation d'un exacto au travail, par exemple. Si jamais on fait l'analyse puis on veut hiérarchiser les moyens de prévention, bien, la question qu'on va se poser, c'est est-ce que je peux éliminer l'utilisation du couteau rétractable? C'est-à-dire, est-ce que je peux avoir, exemple, des emballages qui sont déjà prédécoupés, par exemple, qui nécessiteraient que je n'ai plus besoin d'utiliser le couteau rétractable? Des fois, c'est possible, mais plus souvent qu'autrement, ce n'est pas possible d'éliminer les risques à la source. Donc, après ça, si on décide d'aller un petit peu plus loin, on se dit, est-ce qu'on peut remplacer le couteau rétractable par un outil, mettons, moins dangereux? Exemple, peut-être qu'un ciseau pourrait des fois être plus utile qu'un couteau rétractable, tout dépendamment de la tâche à accomplir. Par la suite, si on n'est pas capable de le remplacer par un outil moins dangereux, est-ce qu'on est capable à ce moment-là, au moins que l'outil qu'on utilise soit muni d'un dispositif de sécurité, d'une lame, exemple, auto-rétractable, par exemple? Et ça, bien entendu, c'est quelque chose qui devrait minimalement être offert. Et après ça, on peut quand même continuer à mettre en place d'autres moyens de prévention. C'est-à-dire que maintenant qu'on a fourni à notre équipe des couteaux rétractables à lame auto-rétractable, on devrait aussi avoir une procédure. Donc, s'assurer également là, d'avoir une procédure qui est affichée à la vue des travailleurs. Exemple, de toujours rétracter la lame après utilisation, ne pas couper vers soi. Donc, sur les bonnes techniques pour utiliser le couteau rétractable pour éviter les risques de blessures. Et après ça, une formation obligatoire sur la procédure d'utilisation du couteau rétractable. Et les gestionnaires devraient aussi superviser pour s'assurer que les employés utilisent la bonne procédure de travail. Et aussi, on pourrait fournir des équipements de protection individuelle, dans ce cas-ci, par exemple, des gants anti-coupure, par exemple. Et maintenant, comment on va venir consigner les risques? Donc, les risques vont être consignés, en fait, de la façon suivante. Donc, on va identifier, corriger et contrôler, comme on a dit. Donc, si on voit, exemple, on va consigner, exemple, notre premier risque. Donc, ici, j'ai pris un risque qui était lié à la sécurité. J'ai pris un risque qui était omniprésent, en fait, dans la totalité pratiquement de nos environnements de travail, donc de tomber, donc d'avoir une chute qu'on appelle de plein pied, donc que ce soit lors des déplacements dans les aires communes, on peut tomber dans le stationnement, dans les escaliers, on peut s'enfarger sur un tapis, sur une boîte, exemple, qui a été placée à la mauvaise place. Donc, on va venir identifier c'est quoi les niveaux de risque. Donc, je peux avoir une entorse, une fracture, une contusion, une commotion. Et après ça, comment on va venir corriger, en fait, les différents risques qu'on a identifiés ici? Dans un premier temps, on va s'assurer que les employés portent des chaussures confortables, fermées, antidérapants, veiller à ce que les planchers soient propres et secs, tenir les rampes d'escalier, par exemple, utiliser des crampons au besoin, épandre du sel ou du sable pour déglacer les zones qui seraient glacées, par exemple, délimiter les zones de déplacement pour éviter qu'on mette du matériel dans ces zones de déplacement-là et bien entendu, de retirer le matériel qui pourrait les obstruer, s'assurer que les tapis soient bien fixés, faire preuve de vigilance également lors des déplacements. Donc, ça, c'est ce que l'employé devrait faire pour éviter de se blesser. Et maintenant, au niveau de contrôler les risques, à ce moment-là, l'employeur, de son côté, ce qu'il doit s'assurer, c'est de former tous ses travailleurs, s'assurer aussi de l'application des actions correctives qu'on vient de discuter juste ici, fournir les équipements de protection individuelle,
acheter du sel ou du sable et remplacer les tapis endommagés si nécessaire. Pour l'ensemble des risques, l'employeur devrait aussi s'assurer de sensibiliser annuellement ses employés pour être sûr que le tout est toujours frais en tête. Ça va jusqu'à maintenant, Rebecca? Excellent. Parfait. Maintenant, qu'est-ce que les risques psychosociaux? Donc, les risques psychosociaux, en fait, ça, c'est une nouveauté dans l'analyse de risque. Donc, c'est maintenant des risques que vous devez identifier, qu'on n'avait pas l'obligation de le faire par le passé. Donc, les risques psychosociaux, c'est les risques qui affectent la santé mentale ou la santé physique des travailleurs liés à différents facteurs. Donc, on a listé ici les plus significatifs, là, mais exemple, la charge de travail élevée, le faible niveau d'autonomie, les risques de violence, les situations potentielles d'harcèlement psychologique ou sexuel, les conflits interpersonnels, le manque de reconnaissance, le manque de soutien des collègues ou des gestionnaires. Donc, c'est des questions qu'on doit se poser. Donc, dans quel environnement baignent nos employés dans notre organisation? C'est certain que si on est dans un environnement qui ne fait jamais de reconnaissance, ne donne jamais des bons coups à ses employés, qu'on ne s'occupe pas de la gestion de conflits, qu'on laisse les situations dégénérer, bien, vous comprendrez qu'on se met à risque au niveau des risques psychosociaux. Et pour ceux et celles, là, au niveau de la gestion des ressources humaines, bien, vous n'êtes pas sans savoir que les arrêts de travail attachés à ces différents éléments-là dans les dernières années ont connu quand même une hausse importante, là. Donc, parce qu'on voit de plus en plus d'employés qui souffrent de problèmes d'anxiété, de stress, de dépression, et tout ça peut aussi amener éventuellement aussi des troubles musculo-squelettiques, des troubles cardiovasculaires. Donc, c'est pour ça que c'est important de se préoccuper maintenant des risques psychosociaux et de mettre en place les moyens de prévention là, pour éviter que les employés soient là, affectés par ces différents risques-là. Je vous joins également ici un lien sur l'Institut national de santé publique. Ça vous mène vers une mine d'or d'informations ici sur les différents moyens de prévention là, des risques psychosociaux. Là, ils ont vraiment des beaux outils déjà montés. Donc, c'est franchement intéressant et je trouvais pertinent de vous mettre le lien également. Ce que vous devez savoir, c'est que maintenant, là, les risques psychosociaux sont considérés comme des risques là, à prendre en charge là, dans la gestion de la santé et sécurité au même titre que toute situation dangereuse qui pourrait survenir dans votre milieu de travail. Donc, à titre d'exemple, un employé pourrait déposer une demande d'indemnisation à la CNSST pour un de ces enjeux-là ici. Oui, Rebecca. Une question de définition. Oui. Sylvie nous demande de référer à sa définition d'employé. L'employé, oui. C'est quoi? Ah, la définition d'un employé, d'un travailleur? Oui, ben je l'avais spécifié en début, en fait. En fait, il y a une distinction à faire entre les représentants des employeurs et les représentants des employés. Donc, en fait, un travailleur, c'est un salarié qui ne fait pas partie, bien entendu, de la haute direction, qui travaille autant à temps plein, à temps partiel, qui soit occasionnel, étudiant, stagiaire. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question. Demande à Sylvie. Madame Sylvie Pagé. Parfait, excellent. Donc, on a répondu à Madame Sylvie Pagé ici. Quelques petites statistiques, des fois, quand on voit des chiffres, ça peut faire un peu réfléchir des fois, puis on comprend un peu pourquoi la CNSST demande maintenant aux employeurs de se pencher sur l'analyse de leurs risques psychosociaux. Donc, vous voyez, la CNSST a fait une enquête entre 2019 et 2023, et vous voyez, on a dénoté qu'il y avait 42 une augmentation sur les lésions qui étaient attribuables justement aux risques psychosociaux, que ce soit de violence, de stress ou d'harcèlement. Vous voyez, à titre d'exemple, en 2023, on avait dénombré au niveau de la CNSST 5 532 lésions au total. Vous avez l'article complet si jamais vous souhaitez en prendre connaissance. Donc, en cliquant ici, vous allez pouvoir avoir tout le détail. Et juste pour l'aspect de la violence, là, c'est quand même assez frappant là, comme statistique, mais juste pour la violence, l'augmentation depuis 2019 est de 45 %. Donc, pour un total là, de 4 423 lésions en 2023. Autre étude ici avec Statistique Canada qui est allée sonder en fait les Canadiens, donc sur plus de 4,1 millions de personnes qui ont été sondées au Canada, bien, ces personnes-là ont déclaré qu'ils vivaient, qu'ils ressentaient des niveaux de stress élevés ou très élevés au travail. Fait que ça représente quand même 21,2 % de l'ensemble des personnes en emploi. Donc, ça veut aussi dire que vous avez probablement dans vos équipes au moins plus que 2 employés qui vivent ou qui ressentent un niveau de stress élevé par rapport à son travail. Et souvent, les causes qui sont les plus souvent mentionnées sur qu'est-ce qui cause justement le stress lié au travail, bien, c'est souvent la lourde charge de travail à 23 % et la conciliation travail-vie personnelle. Donc, je pense que l'employeur a un rôle aussi à se questionner sur la charge de travail aussi
qu'on octroie à nos employés. Donc, est-ce que la charge de travail, elle est réaliste par rapport à l'horaire que l'employé doit faire? Est-ce que les tâches cadrent dans l'horaire qui est imparti à l'employé? Si on regarde comment on peut prévenir les risques psychosociaux dans l'entreprise, bien entendu, une des premières choses, c'est de tenter justement de bien clarifier les rôles et les responsabilités de vos employés. Un, pour éviter les ambiguïtés de rôle, s'assurer également que l'ensemble des tâches est réalisable là, au niveau de la charge de travail parmi l'horaire que l'employé est amené à faire. Puis, on veut aussi éviter des conflits de tâches. Là. Des fois, quand les rôles ne sont pas clairement définis, c'est la responsabilité de qui, c'est qui est imputable, non, c'est à moi, non, c'est à toi. Donc, on essaie effectivement ici de tenter de clarifier le plus possible les rôles et les responsabilités des membres de notre équipe. Même chose aussi, c'est-à-dire qu'on doit aussi former nos employés. Donc, on pourrait offrir une formation, exemple, sur la communication, sur comment résoudre des conflits, par exemple. Et on doit mettre aussi en place un terreau fertile aux communications. C'est-à-dire que l'employeur devrait aussi se questionner sur le climat de sécurité psychologique qu'il prône auprès de ses employés. Donc, est-ce que si un employé a un enjeu, un souci, il sait à qui se référer? Est-ce qu'on prend le temps d'écouter l'employé? Est-ce qu'on est dans le non-jugement? Est-ce qu'on est dans la bienveillance? Donc, c'est ce qu'on entend ici par un climat de sécurité psychologique. Mettre en place un programme de reconnaissance. Donc, on sait que la reconnaissance, c'est aussi un des risques psychosociaux. Si on ne fait jamais de reconnaissance auprès des employés, si on ne souligne pas les bons coups, si on ne donne pas des marques de reconnaissance, ça peut, à un moment donné, avoir un effet sur la démobilisation de l'employé, puis ça peut augmenter son niveau, exemple, de stress ou d'anxiété. L'employé n'a pas de rétroaction, il ne sait pas si ce qu'il fait est bon, ces choses-là. Donc, mettre en place un programme de reconnaissance, c'est une bonne pratique, ou aussi de donner accès aux employés à un programme d'aide aux employés. Comme ça, si l'employé vit des enjeux, il sait qu'il peut aller se référer à son programme d'aide aux employés. Promouvoir un environnement de travail qui est respectueux, hein, c'est souvent la base. Est-ce qu'on s'est déjà questionné sur les comportements qu'on veut préconiser, privilégier au travail? Donc, d'avoir un code de civilité, c'est aussi une autre belle pratique pour prévenir les risques psychosociaux. Donc, on sait que dans les milieux de travail, il y a différentes personnalités qui se côtoient, différentes générations qui se côtoient également. Des fois, il peut y avoir des chocs générationnels. Donc, des fois, des enjeux de personnalité, d'attitude, de comportement. Quand on a un code de civilité, ça permet d'offrir à nos employés un cadre de référence, qu'est-ce qui est préconisé et surtout aussi qu'est-ce qui est proscrit. Donc, puis on peut toujours se rattacher à ce cadre-là quand l'employé a des comportements inadéquats ou inacceptables. Est-ce qu'on a déjà sondé le niveau d'engagement et de satisfaction de nos employés? Donc, ça aussi, des fois, c'est intéressant d'aller prendre le pouls, voir comment nos employés sont satisfaits. Et on peut également prendre le pouls de façon très spécifique, c'est-à-dire qu'il y a la possibilité de faire un sondage vraiment juste rattaché à l'état de santé psychologique des employés. Donc, on peut sonder vraiment juste les aspects dont on a vu tantôt, d'anxiété, de non-reconnaissance, de manque de soutien de la part des gestionnaires ou des collègues. Puis, bien entendu, d'offrir aussi une formation sur la civilité, le harcèlement psychologique, la violence en milieu de travail. Donc, on sait qu'on a une obligation de former nos employés sur notre politique, mais qu'avons-nous déjà fait pour former nos employés ou les parties prenantes sur la politique en matière de harcèlement psychologique? D'ailleurs, c'est tous des enjeux que Soluflex peut vous aider. D'ailleurs, si jamais vous avez de l'intérêt pour la formation sur la civilité, le harcèlement, on est en mesure de pouvoir la donner. Donc, ici, on a un prix qui est exclusif pour vous, les participants du webinaire. Donc, pour les gestionnaires, une formation qui est un petit peu plus longue, donc 2h30, et pour les employés, une formation de 2 heures. On peut également vous accompagner dans la mise en place des obligations dont on a discuté aujourd'hui, que ce soit pour l'ensemble des obligations ou de façon à la carte, si jamais vous avez déjà emboîté le pas sur certaines choses de votre côté. Donc, Soluflex est vraiment là pour vous aider là, dans la mise en place de vos outils de santé et sécurité. Donc, de mon côté, ça complète le contenu de mon atelier, de mon webinaire aujourd'hui. Donc, je vous laisse également mes coordonnées ici si jamais vous souhaitez me contacter directement. Et maintenant, je vais laisser la place là, aux questions que vous pourriez avoir et j'ai Rebecca qui va reprendre le flambeau. Merci Valérie, c'est une très belle présentation. J'ai quelques questions à partager, puis on prendra après à micro là, les autres questions. Je vais présenter ceux que j'ai reçus, que je n'ai pas trouvé la réponse. Alors, Valérie, comme c'est inscrit dans les diapos, comment est-ce qu'on hiérarchise les moyens de prévention? C'est une question qui vient de Maïka Hull. Est-ce que ça doit être expliqué dans le programme de prévention, cette hiérarchisation-là, ou on dit seulement les étapes? Écoute, Rebecca, je pense que ça doit devenir plus proche de moi, s'il vous plaît.
Il n'y a pas de souci. Donc, c'est vraiment au niveau de l'outil de hiérarchisation, celui qui était en pyramide. Parfait. Donc, je vais te mettre avec moi sur l'appel. On va enlever notre micro. Est-ce que vous nous entendez? Merci. Donc, la question, c'est dans la diapo, comment hiérarchiser les moyens de prévention? Oui. Est-ce qu'il faut présenter la hiérarchisation ou on présente seulement les moyens? Ben, en fait, dans le décret, c'était spécifié qu'on devait effectivement faire la démonstration pour les entreprises qui ont 20 employés et plus, 20 travailleurs et plus. On devait quand même faire une démonstration qu'on avait hiérarchisé les besoins de prévention. Tout à fait. Excellent. J'ai une autre question de Sandrine Sauvé qui a dit, dans une entreprise de plus de 50 personnes, si malgré les démarches, il n'y a aucun travailleur qui veut participer au comité, on fait quoi? C'est une excellente question. En fait, il y a quand même, tu sais, je pense que le rôle de l'employeur, c'est tenter de rendre ça un peu sexy aussi. Donc, c'est-à-dire qu'on comprend que c'est pas tout le monde qui a de l'intérêt à vouloir participer au comité, mais de peut-être d'expliquer aux employés peut-être la raison du pourquoi ce serait nécessaire qu'on ait des gens qui lèvent la main. La CNSST prévoit déjà qu'on peut communiquer avec eux si jamais on avait un souci à ce niveau-là. Donc, il y a un numéro de téléphone là, qui est donné, un numéro 1-800, qui permet justement d'aller demander à la CNSST de l'aide si jamais on n'arrive pas à élire des gens. Mais je vous dirais que c'est sûrement en dernier recours. L'idéal, ça serait vraiment de tenter de convaincre vos employés, du moins de les sensibiliser à l'importance. Puis peut-être, tu sais, moi, j'ai des clients qui disent, ben regarde, quand vous faites votre comité, on vous permet de vous commander de la pizza. Donc, de rendre le tout peut-être agréable. Souvent, les gens sont juste dans une méconnaissance et à ce moment-là, ben, ils ne voient pas nécessairement la valeur ajoutée. Fait que c'est peut-être à l'employeur de tenter de trouver des moyens d'inciter leurs employés à lever la main. Parfait, merci. Une autre question de Maïka, les risques psychosociaux, c'est quoi les différences entre les risques et les facteurs de risque? Puis là, elle se promenait justement sur la CNSST, puis elle a dit, est-ce qu'on doit mettre de l'emphase sur les facteurs de risque comme l'autonomie, la charge ou seulement les risques? Et d'ailleurs, est-ce que la CNSST couvre le tout? Bien, la CNSST donne quand même beaucoup d'informations. Donc, ils ont une section, d'ailleurs, il y a un des liens que j'avais mis dans la présentation tantôt qui permet justement déjà d'aller chercher des moyens de prévention. Donc, effectivement, en fait, l'objectif ici, c'est d'analyser vos risques psychosociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous omniprésents dans votre organisation, mais on doit se questionner sur les risques qui sont présents. Et si on décèle des risques qui sont présents, bien, on doit les inclure dans notre programme de prévention. Excellent. Est-ce qu'on avait un questionnaire qu'on pouvait conseiller pour évaluer les risques? Oui, exactement. Ça va être envoyé en début de semaine prochaine. Donc, j'ai un questionnaire d'analyse de risque qui va vous être envoyé pour l'ensemble des risques et non pas juste des risques psychosociaux, mais des autres risques dont on a discuté aussi, musculo-squelettiques, chimiques, biologiques. Ils vont tous être précisés là, dans le questionnaire en question. Puis ça, c'est un bon point aussi, pendant que ça me revient aussi, quand on fait l'analyse de risque, ben, si, mettons, exemple, j'ai dans mon entreprise une partie administrative, une partie, exemple, avec un entrepôt en arrière, bien, on devrait analyser les deux lieux de façon distincte. Donc, on devrait mettre nos lunettes de bureau pour la portion administrative et après ça, faire une deuxième analyse de risque pour la portion entrepôt, par exemple. OK. Est-ce qu'il y en a qui avaient d'autres questions à micro levé? Parce qu'en fait, les autres questions ont été répondues sur les commentaires. Oui, Maïka, on t'écoute. Tu peux ouvrir ton micro. Ce que je me demandais, dans le fond, en passant, merci pour la présentation puis pour les réponses aux questions, là, c'est vraiment pertinent. Ce que je me demandais, là, au niveau d'évaluation des risques, en fait, c'est qu'il faudrait que j'évalue au côté usine et bureau séparément si, par exemple, on est plus à risque d'harcèlement au travail ou, par exemple, de violence en milieu de travail, des choses comme ça, ou c'est vraiment au niveau des charges de travail, la reconnaissance au travail, ou c'est un mélange de tout ça, dans le fond? Bien, on va vous inviter à les évaluer de façon distincte. Donc, on peut se poser des questions. Tu sais, si la charge de travail, c'est pas nécessairement. Bien, la charge de travail, il faut s'en préoccuper, mais mettons que c'est pas un enjeu chez vous, puis qu'on détermine que ce n'est pas nécessairement un risque, on va être capable de démontrer à travers le questionnaire qu'on s'est penché sur la question, puis qu'on a déterminé que ce n'était pas nécessairement un risque auquel nos employés étaient exposés. Donc, c'est pas l'ensemble des risques psychosociaux qui est un risque chez vous, mais on doit se questionner à savoir si le risque est omniprésent ou pas. Fait que peut-être que elle l'est peut-être pour les employés, mettons, d'usine ou d'entrepôt, mais peut-être pas pour la partie administrative, par exemple. Donc, c'est pour ça que c'est recommandé vraiment de faire des analyses distinctes.
OK. Fait que, dans le fond, parce que ce qui est mélangeant, je trouve, c'est quand, mettons, tu écris risques psychosociaux et facteurs de risque. Souvent sur Internet, là, des fois, ils se mélangent un peu entre les deux. Puis là, dans les normes, ils séparent vraiment comme les risques comme étant l'harcèlement au travail, la violence et tout. Mais si je comprends bien, les facteurs de risque, mettons par exemple la charge de travail, peut être également un risque psychosocial quand même s'il est dans la classe facteur. Oui, exact. Tout à fait. OK, Pour moi, c'est un parfait. risque. Oui, exactement. Tout à fait. C'est un Ouais. risque psychosocial pour moi. Oui. OK. Puis ça, j'imagine, c'est ça, il faut passer un questionnaire avec nos employés. Et là, étant donné que la loi, c'est pour le 6 octobre, est-ce que, dans le fond, au 6 octobre, il faut avoir tout fait comme l'évaluation complète ou on a encore du temps? Parce que là, moi, j'ai fait la politique en lien avec ça, mais Oui. est-ce qu'au niveau de l'évaluation, il faut que tout soit fait aussi en cette date-là? En fait, comme je vous dis en début de présentation, la date a été dévancée au 1er octobre. Donc, c'est en fait depuis Ah, hier. Puis, en fait, le régime intérimaire, là, il est quand même en place depuis avril 2022. Donc, les obligations, en fait, ils étaient déjà publicisées. Donc, je vous dirais que, peut-être ça, là, visiblement, on serait déjà en retard d'une journée, mais ce serait la chose peut-être à prévoir, là, certainement, dans les prochaines semaines, de faire l'analyse de risque. L'analyse de risque ne veut pas nécessairement dire d'aller sonder tous vos employés. Toutefois, là, donc, en fait, là, je ne sais pas si vous êtes plus ou moins de 20 employés chez vous, mais si, mettons, vous êtes plus que 20 puis vous avez un comité de santé et sécurité, ben, les membres du comité pourront se pencher sur la question. ah, OK. Fait que dans le fond, on peut évaluer le risque quand même, mais juste, mettons, en petits groupes d'employés sans Oui, nécessairement poser les questions à tout le monde. OK. exactement. OK, Tout à je fait. comprends. Oui, parce que c'est comme sinon, c'est une grande démarche quand même de questionner tout le Oui, monde. Fait que je comprends. Parfait, merci. oui. Mais après ça, c'est de mettre en place aussi les moyens de prévention. Si on sent que la charge de travail est un enjeu, ben après ça, c'est quoi les actions qu'on prend pour venir réajuster peut-être la charge de travail aux employés dans les moyens de prévention? Tout à fait. OK, je comprends. Parfait. Ouais, mais on n'irait pas sonder tous les employés. C'est sûr que c'est un des moyens de prévention, c'est-à-dire on pourrait faire un sondage de satisfaction de nos employés pour voir un peu comment ils se situent par rapport aux risques psychosociaux. Mais ça, pour moi, c'est un levier ou un outil qui permet d'avoir un peu de l'information peut-être plus véridique. Mais la loi ne vous demande pas de faire ça. OK, super, merci beaucoup. Plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? D'ailleurs, on reste disponible par courriel Oui, pour toute question. Donc, exact. n'hésitez pas. Il y aura des documents qui vont suivre la semaine prochaine. Donc, merci beaucoup. Mais on a des applaudissements. Oh là là. Ah, merci, vous êtes gentil. Donc, merci beaucoup. Je peux te laisser le mot de la fin, Val? Ben oui, c'est gentil. Merci beaucoup, Rebecca. Donc, désolé des petits enjeux techniques. Donc, c'est pour ça qu'on est toujours deux collègues quand on fait un webinaire. Donc, aujourd'hui, on a vu que c'était très utile. Donc, ben voilà, écoutez, je sais que c'est quand même, c'est beaucoup d'informations. L'information sur le site de la CNSST aussi, quand on la consulte, c'est pas toujours simple de se repérer. Moi, j'ai tenté de rendre un peu le tout un peu plus digeste. J'espère que ça a été utile pour vous. Et je comprends que vous êtes sûrement encore, vous avez peut-être encore quelques questions là, qui subsistent dans votre tête. Donc, s'il y a quoi que ce soit, on est toujours là pour vous aider. N'hésitez pas à communiquer avec nous. Fait que je vous souhaite une belle journée, puis au plaisir de vous revoir. Merci. Bye! Merci.